Il la jeta dehors avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, convaincu qu'elle était l'encre le tirant vers le bas. Brian Thorne avait tout, les milliards, l'empire et la jeune et fougueuse maîtresse à son bras. Il pensait que le passé était enterré. Mais ce soir, au milieu du cliquetis du cristal du restaurant le plus exclusif de la ville, le passé n'est pas juste entré. Il est arrivé en convoi de pouvoir. Quand Brian leva les yeux et vit son ex-femme enceinte, rayonnante et intouchable, tenant la main du seul homme qu'il craignait dans le monde des affaires, son cœur ne s'est pas juste arrêté. Il s'est brisé. Ce n'est pas juste une histoire de chagrin. C'est une histoire sur le genre de vengeance qui n'a pas besoin de crier pour vous détruire. Les lustres à l'oronnerie n'étaient pas faits de verre. Ils étaient faits de diamants. Ou du moins, c'était la rumeur que Brian Thorne aimait répandre. Cela correspondait à son récit. Il était l'homme qui transformait le sable en or, le magnat de la technologie qui était passé des rues d'Hearst de Chicago au Sweet Penthouse de Manhattan. Ce soir, Brian était assis à la meilleure table de la maison, celle réservée à la royauté et au président. En face de lui était assise Chloé, une mannequin de 23 ans, dont la beauté était aussi indéniable que son manque de conversation. Elle faisait défiler Instagram, son pouce parfaitement manucuré planant sur des photos d'elle-même. « Range le téléphone, Chloé, » dit Brian, sa voix basse mais tranchante. « Nous célébrons. La fusion avec Consyncade Logistics a été conclue. Je suis officiellement l'actionnaire majoritaire. » Chloé leva les yeux, ses yeux bleus grands mais vides. « Ah, c'est vrai. Chouette, chérie. Cela signifie-t-il que nous pouvons avoir la villa à Combe maintenant, celle avec le quai pour bateau? » Brian fit tournoyer son pinot noir vintage, sentant une douleur sourde et familière dans sa poitrine. C'était la douleur de l'ennui. « Nous pouvons acheter tout le lac si nous voulons, » marmonna-t-il, bien que le frisson de le dire soit parti. 6 mois, c'était le temps écoulé depuis qu'il avait divorcé d'Emma. Emma. Le nom avait encore un goût de cendre dans sa bouche. Elle avait été son amour de collège, la femme qui raccommodait ses chaussettes quand il ne pouvait pas s'en payer de nouvelles, la femme qui restait éveillée toute la nuit à relire ses premiers plans d'affaires. Mais à mesure que le compte en banque de Brian grandissait, Emma restait simple. Elle aimait les soirées calmes, elle portait des chaussures confortables, elle ne savait pas comment charmer les investisseurs ou diriger une salle. Brian s'était convaincu qu'il l'avait dépassée. Il avait besoin d'un symbole à son bras, pas d'une partenaire. Alors il l'avait fait brutalement. Il se souvenait de ce jour avec vivacité. Il lui avait tendu les papiers et un chèque lui disant qu'elle ne correspondait pas à son futur. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas jeté de veine. Elle l'avait simplement regardé avec des yeux pleins d'une tristesse dévastatrice, avait chuchoté « Tu apprendras le prix de ceci, Brian », et était sortie sous la pluie. « Brian, tu es dans la lune », piailla Chloé, tapotant sa fourchette contre son verre de vin. « J'ai commandé le homard, mais le serveur m'ignore. »« Il ne t'ignore pas. Il est occupé. » claqua Brian, sa patience s'effilochant. Soudain, le bruit ambiant du restaurant, le doux jazz, le murmure des conversations, le cliquetis des couverts s'estompa. Ce ne fut pas un silence graduel. Ce fut une inspiration collective abrupte. Brian fronça les sourcils. L'oronnerie était fréquentée quotidiennement par des célébrités. Un silence comme celui-ci signifiait que quelqu'un de vraiment puissant était arrivé. « Qui est-ce » demanda Chloé, tendant le cou. « Est-ce une star de cinéma ?» Brian tourna légèrement sa chaise pour regarder vers la grande entrée. Le maître d'hôtel, un homme nommé Pierre, qui d'habitude regardait tout le monde de haut, était pratiquement en train de s'incliner. 2 silhouettes entrèrent, flanquées de 4 gardes de sécurité, qui se déplaçaient avec la létalité silencieuse de personnel militaire entraîné. L'homme était grand, mesurant bien plus de 1,80 m, portant un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la première voiture de Brian. Il avait des cheveux poivre et sel
et une mâchoire qui semblait sculptée dans le granit. Brian se figea. Il connaissait cet homme. Tout le monde dans le monde des affaires le connaissait. C'était Adrian Vance, le PDG de Vance Global, l'homme qui possédait les lignes de transport maritime que Brian utilisait, les satellites que Brian louait, et les banques auprès desquelles Brian empruntait. Adrian Vance était de l'argent ancien, de l'argent dangereux. C'était un requin que même les autres requins fuyaient. Mais ce n'était pas Adrien qui fit pâlir Brian. C'était la femme tenant le bras d'Adrien. Elle portait une robe longue en soie vert émeraude qui épousait ses courbes avant de cascader jusqu'au sol. Ses cheveux, autrefois habituellement attachés en un chignon désordonné, tombaient en vagues brillantes et polies dans son dos. Elle portait un collier de saphir qui attrapait la lumière, flamboyant comme un feu bleu. C'était Emma, mais ce n'était pas l'Emma qu'il connaissait. La souris avait disparu. Cette femme marchait la tête haute, son regard balayant la pièce avec une confiance sereine et terrifiante, et puis Brian le vit. La robe de soie était parfaitement ajustée pour accommoder l'incontournable gonflement rond de son ventre. Elle était très enceinte. La prise de Brian sur son verre de vin se resserra si fort que la tige se cassa. Du vin rouge se répandit sur la nappe blanche immaculée, ressemblant de façon troublante à du sang. « Oh mon Dieu, Brian, regarde ce que tu as fait! » Chloé poussa un cri, reculant pour éviter l'éclaboussure. Brian ne l'entendit pas. Il n'entendait rien d'autre que le rugissement dans ses oreilles. Enceinte, elle en était à au moins 7 mois. Il fit le calcul instantanément. 6 mois depuis le divorce, 7 mois enceinte. La pièce sembla s'incliner. Le bébé, était-ce le sien ou avait-elle tourné la page si vite? Tandis que l'autre conduisait Adrian et Emma à travers le restaurant, ils durent passer devant la table de Brian. Brian se sentit paralysé, incapable de détourner le regard. Il s'attendait à ce qu'Emma se recroqueville, qu'elle baisse les yeux, qu'elle se cache. Au lieu de cela, alors qu'il s'approchait, les yeux d'Emma se fixèrent sur les siens. Il n'y avait aucune peur en eux. Il n'y avait pas d'amour non plus. Il n'y avait qu'une indifférence froide et polie, comme regarder un étranger dans le métro. Adrian Vance plaça une main protectrice sur le bas du dos d'Emma, se penchant pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Emma rit, un son musical authentique que Brian n'avait pas entendu depuis des années. Ils passèrent devant lui en soufflant, laissant un parfum de jasmin et de cologne coûteuse dans leur sillage. « Attends, » chuchota Chloé, ses yeux se rétrécissant. « N'est-ce pas ton ex, la ringarde? » Brian regarda la tache rouge s'étendre sur la nappe. « Oui, roqua-t-il, sa voix lui semblant étrangère. « C'est Emma. » Le serveur se précipita pour nettoyer le déversement, s'excusant profusément, comme si c'était sa faute si Brian avait perdu son calme. Brian le congédia d'un geste irrité, son appétit complètement disparu. « Je ne comprends pas, » dit Chloé, picorant son pain. « Tu as dit qu'elle était fauchée. Tu as dit qu'elle n'était personne. Pourquoi est-elle avec lui? C'est Adrian Vance. Mon père dit qu'Adrian Vance pourrait acheter cette ville s'il voulait. Je ne sais pas, Chloé. » Brian claqua assez fort pour qu'un couple voisin jette un coup d'œil. Il baissa la voix, ses poings serrés sous la table. « Je ne sais pas. » De l'autre côté de la pièce, Adrien et Emma étaient assis à la table d'alcôve privée, celle que même Brian ne pouvait pas réserver. Elle offrait une vue panoramique sur la ligne d'horizon, mais suffisamment d'intimité pour être discrète. Brian les observait comme un faucon. Il vit Adrien tirer la chaise d'Emma. Il vit la façon dont le personnel de service rôdait autour d'eux, traitant Emma comme une reine. Mais ce qui le rongeait le plus, c'était la façon dont Adrien la regardait. Ce n'était pas le regard d'un homme avec une maîtresse trophée, c'était un regard d'adoration totale, et la façon dont sa main reposait doucement sur son ventre quand il s'assit. Ce geste semblait possessif, protecteur, paternel. Est-ce son enfant? L'esprit de Brian s'emballa. Impossible. Nous étions ensemble il y a 7 mois. Ça doit être le mien.
Mais elle ne me l'a jamais dit. Une soudaine montée d'entitlement l'envahit. Si c'était son héritier, il avait le droit de le savoir. Il était Brian Thorne. Il n'était pas tenu dans l'ignorance. Je vais aux toilettes. Brian mentit, se levant brusquement. Ne sois pas long, bouda Chloé. Je veux un dessert. Brian l'ignora et traversa la salle à manger. Il n'alla pas aux toilettes. Il marcha droit vers l'alcôve. Son cœur battait contre ses côtes. Un mélange de colère et d'un étrange désespoir soudain qu'il ne s'était pas attendu à ressentir. Alors qu'il approchait, deux grands hommes en costume sortiront de l'ombre, lui barrant le chemin. « Écartez-vous », exigea Brian, essayant d'invoquer son autorité de PDG. « Je suis une connaissance. » « Monsieur Vance n'accepte pas les visiteurs, » dit l'un des gardes, sa voix plate et ennuyée. « Laissez-le passer, Marcus. » Une voix grave appela de la table. Les gardes s'écartèrent. Brian entra dans l'alcôve. Emma ne leva même pas les yeux de son menu. Elle semblait radieuse, sa peau brillante d'hormones de grossesse, ses joues rougies. Elle paraissait plus saine et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été pendant leur mariage. « Emma », dit Brian, sa voix tendue. Elle abaissa lentement le menu. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, froids et détachés. « Bonjour, Brian. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour venir ici en furie. »« Tu es enceinte, lâcha-t-il. »« Observateur comme toujours, » répondit-elle, son ton sec. « Est-ce » Brian jeta un coup d'œil à Adrien, qui le regardait avec un sourire amusé et prédateur, sirotant son scotch. Brian regarda de nouveau le ventre d'Emma. « Est-ce le mien? » Emma laissa échapper un court rire incrédule. « Le tien, Brian, tu as renoncé au droit de poser cette question la nuit, où tu m'as jeté de notre maison à 23 heures à cause de mon manque de vision. Si c'est mon enfant, j'ai des droits. » Brian siffla, s'approchant. « J'ai des avocats qui peuvent s'asseoir, mon garçon. » Adrian Vance parla. Il ne cria pas. Il ne se leva pas. Il parla juste. Et l'autorité dans sa voix était si absolue que Brian s'arrêta en plein pas. « Monsieur Thorne, » continua Adrian, faisant tournoyer son verre, « vous semblez être sous quelques idées fausses. Laissez-moi les clarifier. Premièrement, n'élevez pas la voix sur ma fiancée. Ça dérange le bébé. » Fiancée, le mot frappa Brian comme un coup physique. Deuxièmement, dit Adrien, ses yeux se durcissant comme de l'acier. Concernant la paternité, vous étiez tellement occupé à courir après votre... Qu'est-ce qu'elle est? Une mannequin Instagram. Vous étiez tellement occupé à la courir après pendant la dernière année de votre mariage que vous avez à peine touché votre femme. Nous connaissons tous les deux la chronologie. Brian, ne vous embarrassez pas en prétendant que vous étiez un mari présent. Le visage de Brian rougit. Il regarda Emma, cherchant une fague dans son armure. « Emma, dis-lui qui je suis. » « Je lui ai dit qui tu étais, Brian, » dit Emma doucement. Elle posa une main sur son ventre. « Je lui ai dit que tu étais l'homme qui me faisait me sentir petite pour que tu puisses te sentir grand. Je lui ai dit que tu étais l'homme qui disait que je ne valais rien. » Elle tendit la main et prit celle d'Adrien. Et puis Adrien m'a montré que j'étais inestimable. « Tu es avec lui pour l'argent, » cracha Brian, son ego se fracturant. « C'est ça, n'est-ce pas? Tu as échangé un millionnaire contre un milliardaire. Tu n'es qu'une chercheuse d'or, Emma. » L'air dans l'alcôve chuta de 10 degrés. Adrien posa son verre. Le son fut silencieux, mais il résonna comme un coup de feu. « Prudence, » chuchota Adrien. « Vous parlez à la présidente de la Fondation Vance, et contrairement à vous, Brian, elle n'a pas hérité de sa valeur, ni ne l'a volée. Elle s'est reconstruite à partir de la ruine où vous l'avez laissée. » À ce moment, Chloé, devenue impatiente, s'approcha de la table en cliquetant sur ses talons hauts. Elle regarda entre les trois, sentant la tension, mais manquant l'intelligence pour comprendre la situation. « Bébé, qu'est-ce qui prend si longtemps? » piailla Chloé, attrapant le bras de Brian. Elle regarda Emma et ricana. « Oh, c'est toi. Wow, tu as grossi. Je suppose que le divorce ne t'a pas réussi. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma ne se mit pas en colère. Elle sourit, un sourire lent et apitoyé. « Et tu dois être Chloé. » Brian a toujours eu un goût pour les choses qui scintillent, mais n'ont aucune valeur. Chloé Aeta. « Excusez-moi. »« Tu peux l'avoir, dit Emma, se retournant vers son menu. « Je l'ai déjà jeté. Mais un conseil, cher, vérifie le contrat de mariage. Brian est très protecteur de ses sous. » Adrien rit sombrement. « Sortez-les d'ici, Marcus. Il me coupe l'appétit. » Le garde de sécurité s'avança, leur carrure imposante. « Ce n'est pas fini, Emma. » Brian grogna tandis que les gardes le repoussaient. « Tu ne peux pas me cacher mon enfant. Je te détruirai au tribunal. » Adrian Vance se leva, puis il domina Brian. Il se pencha, sa voix un grondement bas près de l'oreille de Brian. « Si vous essayez de la poursuivre, si vous essayez de la harceler, si vous la regardez ne serait-ce qu'à nouveau, je ne vous poursuivrai pas seulement, Brian. J'achèterai votre entreprise, la dépouillerai de ses pièces et vous laisserai avec rien d'autre que ce costume bon marché sur votre dos. Ne me mettez pas à l'épreuve. » Brian recula. Il n'avait pas su le choix. Il retourna à sa table, Chloé pépant à son oreille à quel point ils étaient impolis. Mais Brian ne pouvait pas l'entendre. Il s'assit, fixant la chaise vide où son avenir aurait dû être. Il regarda Emma, riant avec un milliardaire, portant un enfant qui pourrait être l'héritier de 2 empires. Et pour la première fois de sa vie, Brian Thorne se sentit petit. Mais la nuit était loin d'être terminée. Alors que Brian faisait signe pour l'addition, désespéré de s'échapper, il vit un homme en costume gris s'approcher de la table d'Adrien. C'était un huissier. Brian fit une pause. Adrien était-il en train d'être signifié? Non. L'homme passa devant Adrien et se dirigea droit vers la table de Brian. « Brian Thorne? » demanda l'homme. « Oui. »« Vous avez été signifié, » dit l'homme, laissant tomber une épaisse enveloppe sur la table, juste à côté de la tache de vin. Brian la déchira, ses mains tremblantes. Ce n'était pas un procès d'Adrien. C'était un procès d'Emma. Plaignante, Emma Vance Cross. Sujet. Vol de propriété intellectuelle concernant le modèle algorithmique Thorne. Le sang de Brian se glaça. L'algorithme, le code qui lui avait rapporté son premier milliard. Le code qu'il prétendait avoir écrit. Le code qu'Emma avait écrit pour lui dans leur dortoir de collège il y a 10 ans. Elle n'était pas seulement revenue pour se venger. Elle était revenue pour tout. Le soleil du matin frappait les murs de verre du bureau d'angle de Brian Thorne, mais il n'apportait aucune chaleur. L'air à l'intérieur était glacial, conditionné à un froid stérile qui correspondait à l'humeur des 3 hommes assis autour de la table de conférence en acajou. Brian était assis, la tête entre les mains. En face de lui se trouvait Marcus Sterling, son conseiller juridique en chef, un homme qui coûtait habituellement 500 $ de l'heure pour avoir l'air ennuyé, mais qui aujourd'hui semblait sincèrement terrifié. « Dis-moi que c'est une blague, Sterling. » marmonna Brian, faisant glisser le procès sur la table. Elle était majeure en littérature. Elle relisait mes emails. Elle n'a pas écrit ce maudit code. Sterling ajusta ses lunettes, des perles des sueurs sur son front. « Brian, nous avons fait examiner le code source du modèle algorithmique Thorne, la fondation de toute votre plateforme, par l'équipe informatique forensique. Ils ont trouvé quelque chose d'enterré dans le noyau, des métadonnées cachées. » Et Brian claqua. Sterling tapota une touche sur son ordinateur portable, projetant une image sur l'écran mural. C'était une chaîne de code complexe, mais cachée dans la syntaxe se trouvaient des commentaires, des notes écrites par la programmeuse pour Brian. « Ainsi tu peux enfin dormir cette nuit. »« Amour », Brian fixa l'écran. Le souvenir le frappa comme un coup physique. C'était 7 ans auparavant. Il avait été sur le point d'échouer à ses examens finaux, son code plantant chaque fois qu'il l'exécutait. Il s'était évanoui d'épuisement sur leur futon. Quand il se réveilla, le code était réparé. Emma était assise là avec une tasse de café, souriant avec lassitude. Elle avait dit qu'elle avait tripoté.
Il avait supposé qu'elle avait juste corrigé une faute de frappe. Il n'avait pas réalisé qu'elle avait réécrit toute l'architecture. Ça empire, dit Sterling, sa voix baissant. Le procès affirme que le droit d'auteur pour cette architecture spécifique a été enregistré par elle sous un pseudonyme, Ghost Rider, 3 jours avant votre lancement. Elle possède la PI, Brian, et elle dépose une injonction immédiate pour fermer vos serveurs jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Fermez-nous. Brian se leva, renversant sa chaise. Si les serveurs tombent pendant 1 heure, notre action chute de 10%. S'ils tombent indéfiniment, Thorntech sera en faillite en 1 semaine. Alors, vous devez trouver un arrangement, dit Sterling d'un ton sombre. Donnez-lui tout ce qu'elle veut, argent, actions et des excuses. Parce que si cela va au tribunal, elle a les reçus numériques et elle a l'équipe juridique d'Adrienne Vance derrière elle. Ils vont nous enterrer. Brian se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'il pensait posséder. Son téléphone vibra. C'était Chloé. Texte. Bébé, ma carte de crédit a été refusée chez Gucci. Répare ça au plus vite. Les gens me regardent. Brian jeta le téléphone contre le mur. Il se brisa. Il ne pouvait pas perdre son entreprise. Il était Brian Thorne. Il était un génie. Il n'était pas un fraudeur qui profitait du travail de sa femme. Où est-elle? Demanda Brian se tournant vers Sterling. Elle organise le gala d'argent ce soir au Metropolitan Museum, répondit Sterling. C'est une collecte de fonds pour les mères célibataires. Les billets coûtent 20 000 $ l'assiette. Procure-moi un billet, ordonna Brian. Brian, si vous l'approchez, cela viole l'ordonnance de restriction. Ou j'ai dit, procure-moi un billet, rugit Brian. Je ne vais pas la harceler. Je vais lui rappeler qu'elle m'a aimé une fois. Emma est douce. Elle est émotionnelle. Si je peux juste la trouver seule, loin de Vance, je peux la raisonner. Je peux la faire abandonner ça. Sterling parut dubitatif, mais il prit son téléphone. Je vais essayer. Mais Brian, elle ne semble plus douce. Le Metropolitan Museum était transformé en un pays des merveilles scintillant d'argent et de blanc. L'élite de la ville, politiciens, héritiers, magnats de la technologie, flottait dans les couloirs, flûte de champagne à la main. Brian entra seul. Il n'avait pas amené Chloé. Il avait besoin de paraître sérieux, repentant. Il portait son costume le plus conservateur, mais il se sentait comme un imposteur dans sa propre peau. Chaque murmure qu'il entendait semblait le concerner. As-tu entendu parler de la chute boursière de Thorntech aujourd'hui? J'ai entendu dire que Vance Global acquérait une part massive dans un nouveau concurrent. Brian se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux cherchant la robe vert émeraude. Il ne vit pas de verre ce soir. Il vit de l'argent. Emma se tenait sur une estrade surélevée près du temple de Dendur, parlant dans un microphone. Elle portait une robe de maternité argentée qui scintillait comme le clair de lune liquide. Elle avait l'air royal, intouchable, une reine s'adressant à ses sujets. Et c'est pourquoi la Fondation Vance s'engage à verser 50 millions de dollars d'aide juridique aux femmes qui ont été injustement dépossédées lors des règlements de divorce, dit Emma, sa voix claire et forte. La foule éclata en applaudissements. Brian sentit un nœud de nausée dans son estomac. Le fond était un coup direct contre lui. Tandis qu'Emma descendait, entourée d'admirateurs, Brian fit son mouvement. Il manœuvra à travers la foule, ignorant les regards furieux des gens qui l'avaient snobé par le passé. « Emma » appela-t-il juste au moment où elle allait être emmenée par sa sécurité. Elle s'arrêta. La foule autour d'eux se sépara, sentant le drame. C'était la confrontation dont tout le monde avait bavardé. Emma se tourna lentement. Adrien n'était pas à ses côtés pour une fois. Il était de l'autre côté de la pièce, parlant au sénateur. C'était la chance de Brian. « Brian, dit-elle, son expression illisible, tu as acheté un billet. C'est généreux. Je suppose que les 20 000 $ sont une avance sur la pension alimentaire que tu me dois. » L'utilisation du mot pension alimentaire fit rire quelques personnes. Brian s'approcha, baissant la voix à un chuchotement désespéré.
Emma, s'il te plaît, nous devons parler en privé. Je n'ai rien à te dire qui ne puisse être dit devant un juge, répondit-elle froidement. C'est à propos de la compagnie, plaida Brian. Tu vas la détruire. As-tu une idée de combien de personnes vont perdre leur emploi? Je sais que tu es en colère contre moi, mais ne t'en prends pas à mes employés. Ce n'est pas qui tu es. Tu es gentille. Tu es la femme qui sauve les chats errants. Les yeux d'Emma brillèrent. La femme qui sauvait les chats errants est morte la nuit où elle a dormi dans sa voiture parce que son mari avait annulé ses cartes de crédit. La foule haleta. Brian pâlit. Il avait espéré que personne ne savait ça. Je ne savais pas que tu n'avais nulle part où aller, balbutia-t-il. Je pensais que tu étais allé chez tes parents. Mes parents sont morts, Brian. Tu le savais. Tu t'en fichais juste. Elle fit un pas de plus vers lui, sa voix tombant à un murmure mortel. Et quant à ta compagnie, ce n'est pas ta compagnie. C'est construit sur mon code, mes nuits blanches, mon génie. Tu n'étais que le visage, Brian, et maintenant je retire le masque. Emma, attends, dit Brian lui tendant la main. Qu'en est-il du bébé? Si tu me détruis, tu détruis son héritage. Cet enfant, il est à moi, n'est-ce pas? Au fond, tu sais qu'il a besoin de son père. Emma regarda la main de Brian sur son bras, puis son visage. Elle ne se retira pas. Elle sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu veux savoir pour le bébé, Brian? Oui, respira-t-il, pensant avoir trouvé une ouverture. J'ai le droit de savoir. D'accord, dit-elle, sa voix assez forte pour que le cercle proche l'entende. La nuit où tu m'as mise dehors, j'avais une boîte cadeau dans ma main. Tu te souviens? Brian fronça les sourcils, y repensant. Oui. Elle avait tenu une petite boîte blanche. Il l'avait fait tomber de sa main dans sa hâte de la faire sortir pour que Chloé puisse venir. Je me souviens, chuchota-t-il. À l'intérieur de cette boîte se trouvait un test de grossesse positif et une paire de petites chaussons, dit Emma, sa voix tremblant légèrement d'une rage contenue. J'ai essayé de te le dire. J'ai essayé de dire, Brian, nous allons avoir une famille. Et tu m'as regardé et tu as dit, prends tes ordures et va-t'en. Brian sentit le sang lui quitter le visage. La pièce tourna. Alors ne reste pas là à prétendre que tu te soucies de la paternité, siffla Emma. Tu as abandonné ton enfant avant même qu'il ne soit né. Et maintenant il a un père. Un vrai homme qui m'a tenu pendant que je pleurais, qui est allé à chaque échographie, qui a construit la chambre d'enfant de ses propres mains. Ce n'est pas la même chose, argumenta Brian faiblement. La biologie compte. La biologie fait de toi un donneur, Brian. L'amour fait de toi un père. Soudain, une main lourde se posa sur l'épaule de Brian. C'était Adrian Vance. Il avait traversé la pièce en quelques secondes. « Y a-t-il un problème ici? » demanda Adrien, sa voix calme mais terrifiante de profondeur. « Nous parlons juste, » dit Brian, essayant de se débarrasser de la main. Il ne put pas. La prise d'Adrien était comme du fer. « Il semblait que vous contrariez ma femme, » dit Adrien. « Ce n'est pas encore ta femme, » cracha Brian, sa jalousie s'enflammant à nouveau. Adrien sourit. Il tendit la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Il le glissa dans la poche de poitrine de Brian. « Lisez ça quand vous serez dehors. C'est une copie des papiers d'adoption. J'ai légalement adopté l'enfant in utero il y a 2 semaines avec le plein consentement d'Emma et l'approbation du tribunal en raison d'un abandon prouvé par le géniteur biologique. » Brian le fixa, bouche bée. « Vous ne pouvez pas faire ça. » « Je suis Adrien Vance, » dit-il simplement. « Je peux tout faire. Maintenant, quittez ma vue avant que je ne demande à la sécurité de vous jeter par les marches d'entrée. » Humilié, vaincu, et avec les yeux de l'élite de New York brûlant son dos, Brian se retourna et s'enfuit. Il trébucha dans l'air frais de la nuit de Central Park. Il tendit la main dans sa poche et en sortit le papier qu'Adrien lui avait donné. Ce n'étaient pas seulement des papiers d'adoption. C'était un résultat de test ADN joint au dos. Sujet, Brian Thorne. Résultat, 0% de probabilité de paternité.
Brian se figea. Il le lut à nouveau. 0%. Il scanna frénétiquement le document. Puis il vit la note médicale en bas. Note. Le sujet présente une condition congénitale le rendant stérile. La condition est probablement présente depuis l'adolescence. Brian laissa tomber le papier sur le trottoir. Il n'était pas le père. Il n'avait jamais été le père. Il ne pouvait pas être un père. Mais s'il était stérile et qu'Emma était enceinte, alors qui était le père? Et puis la réalisation le frappa. La chronologie, le voyage d'affaires qu'elle avait fait seule il y a 1 an sur la côte ouest où se trouvait le siège de Vance Global. Elle n'avait pas rencontré Adrian il y a 6 mois. Elle l'avait connu avant. La pluie à New York ne nettoyait pas les choses, elle rendait juste la saleté plus glissante. Brian se tenait sur le trottoir devant la clinique de fertilité spécialisée de l'Upper East Side, la lourde porte en chêne se refermant derrière lui avec une finalité qui résonna dans ses os. Il y était allé exigeant des réponses, menaçant de poursuivre la clinique pour faute professionnelle, criant que le test ADN qu'Adrien lui avait donné était un faux. Le médecin, un vieil homme avec zéro patience pour les milliardaires en crise de colère, avait simplement sorti le dossier de Brian d'il y a 20 ans, un dossier datant de l'époque où Brian avait été hospitalisé pour un cas grave de complications de la sclérose en plaques adolescent. « J'ai dit à vos parents à l'époque, Monsieur Thorne, avait dit le docteur, ajustant ses lunettes, les dommages étaient de vous. Vous n'avez jamais pu avoir d'enfant. Nous supposions que vous saviez. » Brian marcha aveuglément sous la pluie, ses coûteuses chaussures en cuir italien éclaboussant dans les flaques. Il ne savait pas. Ou peut-être, au fond, avait-il ignoré les signes. Pendant 5 ans, il avait blâmé Emma. Chaque mois où ses règles arrivaient, il soupirait, la regardait avec déception et faisait un commentaire subtil sur son horloge qui tournait. Il l'avait fait se sentir brisé. Il l'avait envoyée chez des spécialistes, l'avait forcée à prendre des hormones qui la rendaient malade, et l'avait humiliée quand rien ne se produisait. Et tout le temps, le brisé, c'était lui. Il hélait un taxi, ses mains tremblantes. Il devait rentrer chez lui. Il devait expliquer à Chloé que... Chloé, la réalisation le frappa. Chloé n'était avec lui que parce qu'il lui avait promis le monde. Il lui avait promis une dynastie. Si elle découvrait qu'il tirait à blanc et que son entreprise était sur le point de s'effondrer, elle serait partie avant les nouvelles du matin. Il arriva à son penthouse trempé. L'endroit était un désordre. Il y avait des sacs de course partout. Chanel, Hermès, Prada. Chloé était sur le canapé, entourée de boîtes ouvertes, criant dans son téléphone. « Je m'en fiche si la carte a été refusée. Passe-la encore. Sais-tu qui est mon petit ami? » Elle leva les yeux quand Brian entra, dégoulinant sur le sol en marbre. « Enfin, Brian, répare ma carte noire. C'est embarrassant. » Brian la regarda vraiment. Elle était belle, oui, mais c'était une beauté creuse en plastique. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement la faim. « Chloé, » dit-il, sa voix rauque, « fais tes valises. » Elle rit, un son aigu et cassant. « Excusez-moi, allons-nous à Paris? »« Non, » dit Brian, s'approchant et donnant un coup de bâton à une boîte Chanel à travers la pièce. « Tu pars. Sors. » Chloé se leva, son visage se tordant et un ricanement. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu penses que tu peux juste me jeter comme tu as fait avec ton ex-femme? »« Mon ex-femme, dit Brian, les mots lui déchirant la gorge, valait 10 fois toi. Elle m'a construit. Tu me saignes juste. Sors, Chloé. J'en ai marre de payer pour ta compagnie. »« Bien, hurla-t-elle, saisissant une poignée de bijoux sur la table. Tu es ennuyeux de toute façon. Et pour information, Brian, tout le monde se moque de toi. Tu penses être un roi, mais tu n'es qu'un portefeuille ambulant. Et j'ai entendu parler du procès. Tu vas être pauvre, Brian, et la pauvreté ne te va pas bien. » Elle sortit en furie, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. Brian était seul. Il se versa un verre, fixant les lumières de la ville. Il avait détruit son mariage pour une femme qui ne l'aimait pas. Il avait perdu la seule personne qui avait jamais vraiment cru en lui.
Mais ensuite, la tristesse se transforma en quelque chose de plus sombre. Une colère froide et maligne commença à monter. Emma savait. Elle devait savoir. Si elle était enceinte maintenant, et que le bébé n'était pas le sien, et qu'il était stérile, cela signifiait qu'elle l'avait trompé. La chronologie le taraudait. Divorcée il y a 6 mois, enceinte de 7 mois. Elle avait couché avec quelqu'un pendant qu'ils étaient encore mariés. Brian rit, un son bas et maniaque. La sainte Emma, la femme qui prétendait être si parfaite. C'était une adultère. Il saisit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, un journaliste de tabloïd véreux nommé Barry, qui lui devait une faveur. Barry, j'ai un scoop pour toi. La vraie histoire derrière la romance Adrian Vance et Emma Cross. Comment le milliardaire a volé la femme d'un autre homme et comment Sainte Emma portait un enfant bâtard tout en dormant encore dans le lit de son mari. C'est de la dynamite, Brian, dit Barry pratiquement en bavant. Mais peux-tu prouver la chronologie? Le bébé est la preuve, mentit Brian. Lance-le, brûle sa réputation. Si elle veut me poursuivre pour mon entreprise, je m'assurerai qu'elle ait trop honte de se présenter au tribunal. Brian raccrocha. Il ressentit un sens tordu de la victoire. S'il allait sombrer, il emmènerait tout le monde avec lui. Le titre du journal le lendemain matin était brutal. Scandale du bébé milliardaire. Adrian Vance a-t-il volé sa maîtresse enceinte à un mari au cœur brisé? L'article dépeignait Brian comme la victime, un mari travailleur aveuglé par une femme infidèle qui séduisait un homme plus riche pour grimper l'échelle sociale. Il insinuait que le bébé était le produit d'une liaison illicite menée dans la propre maison de Brian. Brian était assis dans son bureau, observant la tempête des médias sociaux. L'opinion publique était en train de changer. Les gens traitaient Emma de chercheuse d'or. Ils remettaient en question l'intégrité d'Adrien. Cela forcera un règlement, dit Brian à Marcus Sterling, qui avait l'air blafard. Ils abandonneront le procès pour faire disparaître la mauvaise presse. Brian, dit Sterling, regardant sa tablette, vous devez voir ça. Vance Global vient de convoquer une conférence de presse. Il diffuse un en direct. Brian tourna sa chaise vers l'écran géant au mur. Il y avait Adrian Vance debout à un pupitre. Il ne semblait pas ébranlé. Il ne semblait pas en colère. Il ressemblait à un bourreau ripon. À côté de lui se tenait Emma. Elle ne se cachait pas. Elle regardait droit dans la caméra, son expression féroce. Ce matin, commença Adrien, sa voix grondant à travers les haut-parleurs. Un homme désespéré a tenté d'utiliser les médias pour intimider une femme enceinte. Brian Thorne a accusé ma fiancée d'infidélité. Il m'a accusé d'avoir brisé un foyer heureux. Adrien fit une pause puis regarda directement dans l'objectif. Nous avions anticipé cela parce que les menteurs supposent toujours que tout le monde ment. Adrien s'écarta et Emma prit le microphone. Je n'ai pas trompé Brian Thorne, dit-elle clairement. J'ai été une épouse fidèle pendant 7 ans. Je l'ai soutenu quand nous n'avions rien. J'ai écrit le code qui l'a rendu milliardaire pendant qu'il dormait. Elle brandit un document. Ceci est un rapport médical de la Mayo Clinic, daté d'il y a 8 mois, 1 mois avant que Brian ne me divorce. Il confirme que j'ai subi un seul cycle de traitement de FIV en utilisant un donneur. Brian se figea. FIV, j'ai fait cela, continua Emma, sa voix vacillant légèrement. Parce que mon mari était désespéré d'avoir un héritier, mais refusait de consulter un médecin lui-même. Je voulais le surprendre. Je voulais lui donner la famille qu'il prétendait vouloir. J'ai payé cela avec mes propres économies. J'ai traversé les injections seul. Un silence tomba sur la pièce dans la vidéo et sur le bureau de Brian. J'ai découvert que la procédure avait réussi le jour où Brian m'a signifié les papiers du divorce, dit Emma, une larme s'échappant finalement. J'ai essayé de lui dire. Il n'a pas écouté. Il m'a jeté dehors. J'étais enceinte, sans abri et seule. C'est à ce moment-là qu'Adrian Vance m'a trouvé. Il ne m'a pas volé, Brian. Tu m'as jeté. Il a juste ramassé le trésor que tu étais trop aveugle pour voir.
Adrien recula vers le micro. Quant à l'affaire, M. Thorne semble avoir oublié quelque chose concernant l'architecture Ghost Rider qu'il a volée. L'estomac de Brian se serra. Emma n'a pas seulement écrit le code, dit Adrien avec un sourire sombre. Elle l'a protégé. Il y a un dispositif de sécurité intégré dans le noyau. Un coupe-circuit. Il avait été conçu pour se déclencher si l'utilisateur non autorisé Brian tentait de manipuler les fichiers principaux, ce que, selon nos journaux, son équipe informatique a fait ce matin dans le but de cacher les preuves du vol. Adrien regarda sa montre. Le coupe-circuit s'active dans 3, 2, 1. Dans le bureau de Brian, les lumières vacillèrent, puis le bourdonnement des serveurs dans le bâtiment s'éteignit. L'écran d'ordinateur de Brian devint noir. « Monsieur !» Son assistant fit irruption dans la pièce, hystérique. La plateforme est hors service. L'application est hors service. Tout est hors ligne. Le code, il a juste disparu. Il s'auto-supprime. Brian tapota frénétiquement sur son clavier. Rien. Juste un écran noir avec un texte vert clignotant dans le coin. Erreur. Utilisateur non autorisé. Au revoir, Brian. Sur l'écran de télévision. Adrien Vance se pencha près du microphone. Thorne Tech était maintenant effectivement une coquille vide avec 0 actif. L'action est actuellement en chute libre. J'ai déjà contacté la SSI pour remettre des preuves du détournement de fonds de l'entreprise par Brian Thorne pour financer le style de vie de sa maîtresse. Les yeux d'Adrien étaient froids comme de la glace. Échec et mat, Brian. Le flux coupa. Brian s'assit dans le silence de son bureau mort. Son téléphone commença à sonner. C'était le conseil d'administration, puis la SEC, puis la banque. Il ne répondit pas. Il se dirigea vers la fenêtre du sol au plafond et regarda les rues de Manhattan. Il avait voulu être un roi. Il avait voulu être craint. Il avait eu son souhait. Il était craint comme un exemple à ne pas suivre. Il vit un SUV noir s'arrêter au bord du trottoir, loin en contrebas. Il vit une petite silhouette vêtue d'un manteau vert monter dans la voiture, aidée par un grand homme. Même de cette distance, il pouvait voir l'attention dans le geste de l'homme. Emma, elle avait gagné. Elle ne l'avait pas seulement vaincu, elle l'avait effacé. Brian s'effondra au sol, le silence du bureau vide pesant sur lui comme un poids physique. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la vieille photo froissée qu'il avait gardée dans son portefeuille pendant des années. Une photo de lui et d'Emma dans leur dortoir universitaire, mangeant de la pizza par terre, riant. Ils étaient pauvres, mais ils avaient l'air heureux. Il réalisa maintenant, sous le poids écrasant de la ruine totale, que ce moment était le plus riche qu'il ait jamais été, et il avait tout échangé contre un lustre en diamant qui n'était même pas réel. 3 ans, c'est long dans le monde des affaires. En 3 ans, des start-up émergent, des empires s'effondrent, et des noms qui dominaient autrefois les gros titres sont balayés dans la poubelle de l'histoire. Mais pour Brian Thorne, 3 ans ressemblaient à 3 siècles. La chute n'avait pas été rapide. Ce n'avait pas été l'exécution nette et rapide qu'il avait espérée lorsque l'écran de son bureau était devenu noir. Ce fut un démantèlement lent et agonisant. L'enquête de la CIC traîna pendant 18 mois, un exposé public qui le dépouilla de chaque couche de dignité qu'il possédait. Il prit d'abord le penthouse, puis les voitures, puis la collection d'art. Il se souvenait du jour où les huissiers étaient venus chercher sa collection de montres. Il était resté là, regardant un homme en coupe vent bon marché manipuler sa Patek Philippe, celle qu'il avait achetée lorsqu'il avait gagné ses premiers 10 millions, et la jeter dans un sac de preuves comme si c'était un jouet en plastique. Ce fut le moment où Chloé le quitta. Elle n'emballa même pas de sac. Elle appela simplement un Uber, le regarda avec des yeux dépourvus de tout amour et dit « Tu es mauvais pour ma marque, Brian. » Maintenant, 3 ans plus tard, Brian se tenait, frissonnant, sur le trottoir d'East Wacker Drive à Chicago. Le vent du lac était une agression physique, un froid mordant et humide qui s'infiltrait à travers le tissu fin de son uniforme en polyester.
Il n'était plus Brian Thorne, le magnat de la technologie. Il était Jules, le valet de bas étage à l'hôtel Grand Plaza. « Hey Jules, réveille-toi !» Le cri venait de Manny, le capitaine valet de 20 ans qui passait la majeure partie de son service à vaper et à consulter TikTok. Manny ne savait pas qui Brian avait été. Pour Manny, Brian n'était que le type silencieux aux cheveux gris qui était trop lent à sprinter et trop hésitant avec les clés. « Je suis réveillé », marmonna Brian. Brian, frappant ses pieds pour retrouver la sensation dans ses orteils. Ses chaussures noires bon marché fuyaient. La gadoue de la rue avait trempé ses chaussettes des heures auparavant. « Grosse soirée ce soir, » dit Manny, soufflant un nuage de fumée parfumée à la fraise au visage de Brian. « Le gala du futur de la technologie. Nous avons des VIP qui sortent des oreilles. Ne raie rien, vieil homme. Ces voitures coûtent plus cher que ta vie. » Brian tressaillit. Le gala du futur de la technologie. Il y a 5 ans, il avait été le conférencier principal de cet événement même. Il se souvenait des applaudissements. Il se souvenait de la sensation du projecteur, chaud et aveuglant, alors qu'il pontifiait sur la vision et la disruption. Il se souvenait d'Emma assise au premier rang, les mains croisées sur ses genoux, le regardant avec une fierté qu'il n'avait pas méritée. Elle avait porté une simple robe bleue cette nuit-là parce qu'il lui avait dit que la robe de créateur qu'elle voulait était trop flashy. Ce soir, il n'était pas le conférencier principal. Il était le domestique. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent, déversant une lumière dorée et le son du jazz sur le trottoir enneigé. L'odeur de parfum cher et de viande rôtie s'échappa, un rappel cruel de la faim rongeant l'estomac de Brian. Il avait sauté le déjeuner pour économiser 5 $ pour la facture d'électricité. Les invités commencèrent à affluer. Brian reconnaissait des visages. Il y avait Marcus Sterling, son ancien avocat, riant avec un nouveau client. Sterling regarda droit à travers Brian alors qu'il remettait un ticket pour une Mercedes. Brian prit le ticket, la tête baissée, le bord de sa casquette cachant ses yeux. Il alla chercher la voiture, accepta un pourboire de 2 $ sans un mot, et regarda Sterling s'éloigner en voiture. C'était une sorte d'enfer spécial, être invisible dans un monde où vous étiez autrefois un dieu. « Attention !» siffla Manny, redressant sa veste. « On a une baleine qui arrive. » Chauffeur privé, escalade aux vitres teintées. C'est le détail Vance. Vance? Le nom frappa Brian comme un taser. Son souffle se coupa dans sa gorge. Il voulait courir. Il voulait simuler une crise cardiaque, se retirer dans la salle de pause, se dissoudre dans le béton, n'importe quoi sauf être ici. Mais il ne pouvait pas bouger. Ses pieds étaient gelés au pavé, enracinés par un mélange de terreur et d'une curiosité morbide et masochiste. Le gigantesque SUV noir s'arrêta au bord du trottoir, flanqué de 2 véhicules de sécurité. Il ne ressemblait pas à une voiture. Il ressemblait à une forteresse sur roues. Le moteur ronronnait avec une vibration basse et puissante qui faisait claquer les dents de Brian. « Jules, ouvre la porte !» aboya Manny, occupé à flirter avec une mondaine en manteau de fourrure. Brian s'avança, ses mains tremblaient si fort qu'il dut les joindre derrière son dos un instant pour les stabiliser. Il s'approcha de la portière arrière passager. Il vit sa propre réflexion dans le verre teinté. Un homme émacié aux joues creuses avec une barbe grise et des yeux qui semblaient hantés. Il avait l'air 20 ans plus vieux que 35 ans. Il tendit la main et tira la lourde poignée. La porte s'ouvrit et de la chaleur s'en échappa. L'odeur de cuir, de bois de cèdre et de jasmin. La première chose qu'il vit fut une chaussure, une Oxford italienne polie faite à la main. Adrian Vance sortit. Le temps avait été clément avec Adrien. Si quoi que ce soit, les années n'avaient fait qu'ajouter à sa présence. Il était plus large, ses cheveux poivre et celles coupées dans un style militaire net. Il se déplaçait avec la grâce facile d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. Il ne regarda pas le valet. Il se tourna vers la voiture, tendant une main. « Attention, mon amour, c'est glissant. » Une main prit la sienne.
C'était une main que Brian connaissait mieux que la sienne. Il connaissait la forme des doigts, la courbe du poignet. Il savait comment cette main se sentait quand elle lui lissait les cheveux quand il était malade. Il savait comment elle se sentait quand elle frottait la vaisselle dans leur premier petit appartement. Emma sortit. Brian sentit l'air quitter ses poumons. Elle était magnifique. La souris avait disparu. La femme debout devant lui était une reine. Elle portait une robe longue en velours cramoisi profonde qui épousait sa silhouette, surmontée d'un manteau blanc qui ressemblait à de la neige douce. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches et glamour, et des diamants scintillaient à son cou. Pas le genre tape à l'œil et flashy que Chloé exigeait, mais des pierres élégantes et intemporelles. Mais ce n'étaient pas les vêtements, c'était son visage. Les rides d'inquiétude qui l'avaient définie pendant leur mariage avaient disparu, remplacées par une sérénité qui la faisait rayonner. Elle avait l'air reposée. Elle avait l'air aimée. « Attendez-moi !» gazouilla une petite voix depuis l'intérieur de la voiture. Brian se figea. Un petit garçon, pas plus âgé que 3 ans, se précipita au bord du siège. Il était emmitouflé dans un petit duffel coat bleu marine et une écharpe rouge. Il avait des cheveux bouclés et foncés et des yeux brillants et curieux qui scrutaient le monde avec émerveillement. Adrian rit, un son profond et retentissant que Brian n'avait jamais entendu lui être adressé. « Nous ne t'avons pas oublié, Léo. Viens ici, champion. » Adrien souleva le garçon sans effort, le calant sur sa hanche. Le garçon gloussa, enroulant ses petits bras autour du cou d'Adrien. « Tu as vu les robots, papa? » demanda le garçon avec excitation. « Celui avec les lasers? »« Oui, » répondit Adrien, embrassant le haut de la tête du garçon. « Mais je pense que tu as préféré la table des desserts. »« J'aime les cookies, » déclara Léo solennellement. Emma rit, essuyant un flocon de neige du nez du garçon. « Tu es vraiment le fils de ton père, un bec sucré et un œil pour les lasers. »« Le fils de ton père. » Les mots résonnèrent dans la tête de Brian, rebondissant dans la caverne vide de son âme. Le fils de ton père. Léo n'était pas le fils de Brian. Il ne pourrait jamais être le fils de Brian. Le test ADN avait été le dernier clou dans le cercueil de l'ego de Brian. Il était stérile. Il était une impasse génétique. Tout son discours sur l'héritage, sur une dynastie, sur le nom de Thorne, tout cela n'avait été qu'une farce. Le véritable héritage se tenait juste devant lui. Un enfant heureux et en bonne santé élevé par un homme qui n'avait pas eu besoin d'exiger le respect pour le gagner. Brian se tenait devant la porte ouverte, paralysé. Il savait qu'il devait la fermer. Il savait qu'il devait reculer, disparaître dans l'ombre. Mais il ne pouvait pas détourner le regard du garçon. Léo avait le nez d'Emma. Il avait le sourire d'Emma. Soudain, le garçon le regarda. Les yeux de Léo se fixèrent sur Brian. L'enfant ne vit pas un échec. Il ne vit pas une fraude en faillite. Il vit juste un homme avec un drôle de chapeau debout dans la neige. « Salut !» dit Léo, agitant d'une main gantée. Le son de la voix du garçon brisa le calme de Brian. Des larmes lui montèrent aux yeux, chaudes et soudaines. Il essaya de parler, de dire bonjour, mais sa gorge s'était nouée. Emma se tourna. Elle suivit le regard de son fils. Ses yeux se posèrent sur le valet. Pendant un battement de cœur, rien ne se passa. La neige tombait silencieusement autour d'eux. Le bruit de la ville s'estompa. Puis la reconnaissance apparut. Ce ne fut pas dramatique. Elle ne haleta pas. Elle ne serra pas ses perles. Ses yeux s'élargirent simplement d'une fraction. Elle observa l'uniforme bon marché, les chaussures mouillées, les cheveux gris, le badge qui lisait Jules. Brian se prépara. Il s'attendait à ce qu'elle ricane. Il s'attendait à ce qu'elle rie. Il s'attendait à ce qu'elle tapote Adrien sur l'épaule et dise « Regarde, chérie, regarde la poubelle. » Il le voulait presque. Il méritait de la colère. La colère signifierait qu'il l'importait encore, même négativement. Mais Emma ne se mit pas en colère. Son expression s'adoucit. Ses épaules tombèrent légèrement. Elle le regarda avec une tristesse profonde et écrasante. C'était le regard que l'on porte à un chien errant
qui a été trop souvent frappée pour être approchable. C'était de la pitié, pure pitié indifférente. Elle ne prononça pas son nom. Elle ne reconnut pas leur passé. Elle ne lui demanda pas comment il allait. Elle tourna simplement la tête vers son mari et son fils. « Il fait un froid glacial, Adrien, » dit-elle doucement. « Faisons entrer Léo dans le jet. Il tremble. » Tout de suite, dit Adrien. Il se tourna vers Brian. Adrien ne le reconnut pas. Pour Adrian Vance, Brian Thorne était une note de bas de page, un antagoniste mineur dans le premier chapitre de sa vie avec Emma. Il était si insignifiant qu'il ne le reconnut même pas. « Bon service, » dit Adrien, sa voix sèche mais aimable. Il plongea la main dans sa poche de manteau et en sortit d'un billet. Il le pressa dans la main de Brian. « Restez au chaud, » dit Adrien. Brian baissa les yeux. C'était un nouveau billet de $100 net. Benjamin Franklin le regardait fixement, se moquant de lui. « Merci, monsieur, » chuchota Brian. Sa voix était un râle brisé, méconnaissable même pour lui-même. Adrien hocha la tête et se détourna, guidant sa famille vers l'entrée privée de l'hôtel où leur voiture les emmènerait à l'aérodrome. « Au revoir » cria Léo par-dessus l'épaule d'Adrien, agitant de nouveau son gant. Brian leva une main tremblante et fit un petit signe faible en retour. « Au revoir » murmura-t-il. Il les regarda s'éloigner. Il vit Adrien se pencher et chuchoter quelque chose à Emma. Et il vit Emma poser sa tête sur l'épaule d'Adrien. Ils se déplaçaient comme une unité, un cercle solide et incassable de chaleur et d'amour. Ils étaient une famille, et Brian n'était que l'homme qui avait ouvert la porte. Alors que les lourdes portes vitrées de l'hôtel se refermaient derrière eux, coupant la vue, le silence de la rue revint en force. Le vent hurlait, s'engouffrant au coin du bâtiment. Brian regarda le billet de $100 dans sa main. Dans son ancienne vie, il l'aurait utilisé pour allumer un cigare. Il aurait donné autant à une serveuse juste pour lui apporter de l'eau. Il aurait ri de son insignifiance. Maintenant, ce morceau de papier faisait la différence entre manger et mourir de faim. C'était la différence entre la chaleur et le gel. Il serra le billet fermement, ses phalanges blanchissant. Un sanglot monta dans sa poitrine, une chose déchiquetée et douloureuse qu'il ne pouvait pas supprimer. Il s'adossa contre la pierre froide du mur de l'hôtel, glissant jusqu'à s'accroupir sur le trottoir mouillé. Il avait passé sa vie à construire une forteresse d'argent pour tenir les gens à distance, pensant que cela le rendait fort. Il avait traité les gens comme des actifs, des passifs et des marchandises. Il avait jeté la seule femme qu'il avait jamais aimée gratuitement. Tout cela parce qu'il voulait un reflet qui paraisse mieux dans un magazine. Il avait voulu être un roi. Et maintenant, il connaissait la vérité. Les rois ne sont que des hommes en costume. Le vrai pouvoir n'était pas dans la couronne. Il était dans la main que vous teniez quand la neige commençait à tomber. Emma avait trouvé une main à tenir. Brian n'avait que ses mains dans ses poches. « Yo, Jules !» cria Manny depuis la cabine, inconscient de l'épave de l'homme au sol. « Arrête de compter tes pourboires. On a une Corolla qui arrive. Bouge-toi. » Brian s'essuya le visage avec la manche rêche de sa veste. Il prit une grande inspiration, tremblante. L'air froid lui brûlait les poumons, le ramenant à la réalité. « J'arrive » rauqua-t-il. Il se leva. Il lissa sa veste bon marché et trop grande. Il mit le billet de $100, la charité du mari de son ex-femme, dans sa poche à côté de son titre de transport. Il marcha vers la Corolla cabossée qui s'arrêtait au bord du trottoir. Il ouvrit la porte, força un sourire sur son visage et inclina la tête. « Bienvenue au Grand Plaza » chuchota Brian. « Comment puis-je vous aider ?» Et cela, mes amis, est la fin froide et silencieuse de Brian Thorne. Il n'y eut pas d'explosion, pas de bagarres en prison, juste la lente et glaçante réalisation qu'il était l'architecte de sa propre misère. Il a passé une vie à courir après la valeur, mais n'a jamais compris la valeur intrinsèque. Il a jeté un diamant parce qu'il voulait des paillettes, et au moment où il a réalisé son erreur, le diamant faisait partie de la couronne de quelqu'un d'autre. C'est une leçon brutale de karma. Parfois, la punition n'est pas ce qui vous arrive,
mais ce qui ne vous arrive pas. Brian n'a pas eu la famille, l'amour ou l'héritage. Il a juste eu le pourboire. Je veux vous entendre dans les commentaires. Ce regard qu'Emma lui a donné, la pitié. Pensez-vous que c'était pire que si elle lui avait crié dessus? L'indifférence est-elle la vengeance ultime? Et si vous étiez Emma, lui auriez-vous dit quelque chose? Ou a-t-elle fait la bonne chose en s'éloignant? Lançons un débat ci-dessous. Si cette histoire vous a donné des frissons, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela aide l'algorithme YouTube à partager ces histoires avec plus de gens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un drame. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, faites attention à qui vous écrasez en montant l'échelle, car vous pourriez devoir les regarder dans les yeux en descendant.